Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre pour nous, mais également pour vous. Alors, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous vous souhaitons de passer une excellente journée et une excellente semaine. Mais comment démarrer l'aventure sans vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre chaque matin à partir donc de 7h30 sur Savane TV, du lundi au vendredi bien sûr. Suivre justement le miroir du Faso au quotidien. Cette semaine, nous sommes, on va dire, dans le quartier Koko de Bobo-Dioulasso, puisque nous partons à la découverte du Kokodonda. Mais il faut dire que le Kokodonda aujourd'hui s'est généralisé partout au Burkina Faso. C'est en tout cas un pain traditionnel d'origine bobolaise, labellisé aujourd'hui. Et nous allons redécouvrir son histoire ensemble à travers la rubrique à la découverte de. Et pour notamment la revue de presse, vous aurez l'information tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous avons décidé d'inviter le cycliste de l'AES qui a d'ailleurs parcouru Ouagadougou-Djabena au Tchad, donc à pratiquement près de 30 jours. Avec lui, on va parler de ce parcours-là d'un combattant. Ça sera dans un instant. En fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous donner notamment les éphémérides. Merci de votre fidélité. On prend la direction du quartier Koko de Bobo, donc on dit Bobo Kao, Ani Sogoman. On y va pour la rubrique à la Annie Sogma Bobokao, merci beaucoup de nous suivre. Je ne pourrais pas aller plus loin que ça, mais en tout cas, on vous porte dans le cœur, même si on ne comprend pas très bien le Djoula. Merci de votre fidélité. Alors, on décide cette semaine de vous parler du Kokodonda. Qui n'a pas de Kokodonda actuellement dans sa garde-robe, ou en tout cas, les Burkinabés portent fièrement ce pain traditionnel, mais à l'origine, c'était un pain marginalisé. Alors, le Kokodonda est l'un des plus anciens tissus traditionnel du Burkina Faso et a d'ailleurs été labellisé après la labellisation du Faso d'Anfani, du chapeau de saponnet, du beurre de karité. Le Kokodonda était le 4e produit labellisé donc du Burkina. Le Kokodonda est un tissu d'origine bobolaise. Kokodonda signifie l'entrée de Koko et Koko c'est le nom du quartier de Bobo où travaillent traditionnellement les teinturières spécialistes de la confection de ce pain traditionnel. À l'origine, le Kokodonda était un pain qui coûtait moins cher et qui était porté par les femmes de ménage modestes. Ce pain était surnommé Tcheti Barala. Tcheti Barala, ça veut dire ton mari ne travaille pas, ou Soromangele, qui veut dire facile de se procurer en langue nationale djoula. Selon donc les témoignages, les pains Kokodonda se vendaient à 500 ou 600 francs le pain. Donc, mais actuellement, ce pain se vend à 4 000 voire 6 000 francs selon en tout cas les motifs que vous désirez acheter. Ce pain fait 100% à base de coton burkinabé était stigmatisé par les citadins qui le considéraient comme un vêtement réservé aux villageois démunis. Certains Bobolais se souviennent que ces pains leur servaient de couverture quand ils étaient enfants. Les professionnels de la mode étaient loin d'imaginer ce pain dans leur création et les Burkinabés ne s'habillaient pas en Kokodonda tout simplement. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut reconnaître que c'est le styliste Bazemc à l'état civil Sébastien Bazimo qui a redonné au Kokodonda ses lettres de noblesse en 2016. Donc avec un esprit créatif, il a décidé de réhabiliter ce pain dont la technique de teinture et l'impression des motifs doivent tout à Bobo-Dioulasso, capitale économique. Le procédé le procédé de fabrication du Kokodonda consiste à tremper le pain blanc successivement dans des solutions colorées pour obtenir les différentes couleurs. Les motifs sont donc uniques et sont au goût des teinturières et probablement aussi des clients parce que vous avez la possibilité de commander votre motif actuellement. Avant, il y avait une très faible diversité de couleurs de Kokodonda. Les plus célèbres, vous vous souviendrez, et les plus répandus étaient les Kokodonda de couleur verte et de couleur violette. Mais avec l'évolution
Des créateurs, par exemple, comme Sébastien Bazimo, vont demander et obtenir d'autres couleurs et d'autres motifs, et même en termes donc de la lourdeur, d'autres types de paille Cocodonda. Le Cocodonda a plusieurs couleurs et modèles aujourd'hui qui inspirent les créateurs, les stylistes. Aujourd'hui, grâce à un travail acharné des teinturières et des stylistes, les Cocodonda se retrouvent sur les podiums prestigieux des défilés de mode. Des événements d'ailleurs de mode ont même été créés pour valoriser ce pagne. Désormais, les Burkinabés portent fièrement le Cocodonda. Il est présent d'ailleurs au niveau des autorités parce qu'on se souvient encore de sa valorisation sous le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il faut rappeler que c'était le lundi 13 septembre 2021 que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat d'alors, M. Aruna Kaboré, avait procédé au dévoilement du logo du Cocodonda à Bobo-Dioulasso pour ainsi donc marquer le label qui permettra au pagne de mieux se vendre au Burkina et à l'international, et surtout contribuer à protéger le pagne d'éventuelles imitations frauduleuses et de falsification. Le Cocodonda est un pagne made in Burkina labellisé de nos jours. Cocodonda est aussi un symbole fort de la mode burkinabé et même africaine. Cette semaine, donc, nous sommes installés dans le quartier Koko de Bobo-Dioulasso pour vous conter l'histoire du Cocodonda, ce vieux tissu traditionnel qui est maintenant labellisé. Durant cette semaine, vous aurez des témoignages donc, de stylistes qui ont travaillé sur ce paille, également de vendeurs qui commercialisent, qui fabriquent également ces pailles Cocodonda. Merci de votre attention par rapport à cette rubrique à la découverte 2. Alors, pour ceux qui n'en ont pas assez, allez-y au niveau de nos boutiques, au grand marché, les autres marchés, vous trouverez le Cocodonda. Ou sinon, allez-y retrouver les teinturières pour demander à votre goût de vous confectionner ces pains traditionnels-là. Parce qu'il faut le rappeler, les autorités actuelles du Burkina également valorisent le consommation local, les pains de chez nous. Donc, que ce soit le faso d'Onfani, que ce soit donc le Cocodonda, vous avez la possibilité de choisir et surtout valoriser ces pains-là. Merci. On va marquer une petite pause et juste après, on revient pour s'informer. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Chacun son problème. Ouais. Elle te plaît la maison? Nickel. Elle te va aussi, j'espère. Oui, elle me va. D'accord. J'ai même l'avance ainsi que la caution. Oui. Ouais, je vais nettoyer ça aujourd'hui et puis je fais le déménagement. Ah, c'est bien tout ça. C'est ce que je cherchais, hein. Propre. Ouais. Mais je veux savoir, tu es marié? Non, je suis célibataire sans enfant. Voilà. Il y a un problème? Oui, ça change beaucoup. Parce que j'ai pour principe de ne pas donner ma maison en location ni à un célibataire ni à une célibataire. C'est des principes qui me sont strictement personnels. Je n'ai pas envie de donner d'explication à cela. Mais tu es de quelle religion? Attendez, madame. Ma religion a quoi à voir avec la location de la maison? Mais je veux juste savoir de quelle religion. Non, attendez, madame. Non. Vous savez, moi, je connais mes droits. Je vais vous convoquer et vous créer des problèmes pour ça. Carrément. Quelles sont ces manières? Très bien. Je crois qu'on arrive à se comprendre. Vous prenez votre droit, vous allez acheter votre terrain, vous construisez votre maison et vous habitez avec votre droit là-bas. En attendant, c'est mon droit, c'est ma maison. Allez.
pouvez partir. Elle est forte celle-là. Allez, disparaissez de ma vue. Témi Yal, c'est comme ça. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, comme annoncé, on s'informe chaque matin. Aujourd'hui, nous retrouvons Elhadj Amadé Soro. On va le retrouver juste après. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Elhadj. Bonjour Abiata, j'ai envie de dire Adja Abiata. Inch'Allah, merci beaucoup. Elhadj, on va notamment découvrir les titres de l'actualité. Absolument, et nous commençons par les journaux, l'Observateur Palga. À la une de l'Obs, prochain entraîneur des étalons, 6 sélectionneurs pour une écurie. Procès assassinat Viviane Yolande Compaoré, fait entrer l'accusé Amchi Catherine. Lutte contre le paludisme, baisse historique des cas et des décès en 2025. Aéroport international de Ouagadougou, mort accidentelle d'un agent de piste. Coopération sous-régionale, le ministre ghanéen des Affaires étrangères chez le Premier ministre Rim Talba. Protection civile, la 17e compagnie prend position à Saba. À la suite du journal, l'Observateur Palga place au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, fake news, manipulation et dénigrement contre l'AES. Les zones de turbulence ne font pas tomber un avion. Attaque terroriste à Titao, une délégation gouvernementale pour encourager les unités engagées et rassurer les populations. Lutte contre le paludisme au Burkina, plus de 1900 décès évités au cours de l'année 2025. 13e grande commission mixte Burkina Faso-Ghana, 7 accords pour consolider la coopération bilatérale. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Sidoya. À la une de Sidoya, commercialisation de l'anacarde et de la mangue des produits penchés pour protéger les producteurs. Traitement des boues de vidange de stations inaugurées à Dano et à Diebougou. Éditorial, impact national des souverainetés. 22e édition de la Semaine nationale de la culture, le ministre Gilbert Ouedraogo sur les sites devant accueillir la manifestation. Coopération Burkina-Ghana, le Premier ministre reçoit le ministre ghanéen des Affaires étrangères. 7 accords signés. Lutte contre le paludisme au Burkina, 14 millions de moustiquaires distribués aux ménages en 2025. Une baisse significative du taux de mortalité de 43,83%. Interdiction d'emballage et sachets plastiques, une vaste opération de contrôle aura lieu sur toute l'étendue du territoire. Komandjari Gaïri reçoit un important ravitaillement. Constat accident par drone, une douzaine de policiers outillés à Ouagadougou. SNCTech, plus de 600 millions de francs CFA de produits pour les boutiques de Faso Yar. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, Sotraco, la propriétaire du sac d'argent égaré, retrouvée. Lutte contre le paludisme, le Burkina compte en finir avec la maladie d'ici 2030. Recrutement du sélectionneur national étalon A, 6 candidats retenus pour la phase finale. Procès de l'assassinat de l'ex-ministre Viviane Yolande Compaoré, la défense demande une expertise psychiatrique du prévenu.
Actu Sport, la concurrence s'intensifie dans les dossiers Edmond Tapsoba. Affaire Lionel Kaboui, le procès renvoyé au 8 avril prochain. Cour des comptes, un ancien directeur financier du ministère de la Jeunesse relaxé. Confidence week-end, mort accidentelle d'un agent à l'aéroport de Ouaga. Les explications du DG de la SAFA. Enseignement de base, un agent mis en demeure de rejoindre son poste. Terminons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, coopération Ghana-Burkina, l'axe Ouaga-Accra se renforce davantage. Marche pacifique du collectif contre les bavures policières au Sénégal, un électrochoc politico-sécuritaire nommé Abdoulaye Ba. Longue conciliation hier, direction personnelle sous l'égide du ministre Mathias Traoré vers la fin du débrayage à la BOA. Brainstorming, staff DGTTM, contrôle de conformité documentaire avant réouverture. Gestion du fonds intervention emploi, la Cour des comptes relaxe un ancien directeur financier du ministère de la Jeunesse. News du jour, TBM, délai de paiement le 31 mars 2026. Prix plancher de l'anacarde à 385 francs CFA et de la mangue à 95 francs CFA. Accident à l'aéroport de Ouaga. Duc In Altoum, 12 ans de Cardinala, le pasteur Marcelo plaide l'amnésie. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On va revenir sur un sujet principalement et on parle coopération aujourd'hui. Burkina-Ghana et relance de la coopération. Absolument. Il faut donc dire que le Burkina Faso, qui est un pays colonisé par la France, et le Ghana, colonisé par la Grande-Bretagne, au-delà de ces aspects coloniaux, partagent et la géographie et l'histoire. Puisque dans l'histoire, vous savez très bien que mes oncles aussi, vous, venez donc du Ghana, côté donc de Gambara, et que jusqu'à présent, il y a des liens assez solides qui existent entre les deux pays. C'est vrai que la colonisation a travaillé à diviser en fait les peuples. Vous savez qu'avant la Côte d'Ivoire, les Burkinabés se tournaient vers le Ghana, qu'on appelle Gold Coast. Et c'est suite maintenant à une politique française que les voltaïques ont été déroutés entre guillemets vers les plantations ivoiriennes. C'est pour dire qu'une coopération entre le Burkina Faso et le Ghana est une coopération tout à fait normale. C'est dans l'ordre normal des choses. Cela donc se manifeste par plusieurs accords de coopération, par plusieurs aspects aussi, qui montrent qu'en réalité les deux pays, les deux peuples sont liés par l'histoire, par la géographie. On a même vu certaines proximités politiques, notamment pendant le pouvoir de, donc, comment on appelle ça, des Rawlings, voilà, avec sous la révolution ghanéenne et au Burkina Faso, sous la révolution de Thomas Sankara, il y avait vraiment des liens qui sont restés très cordiaux, même après donc l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. C'est pour dire que cette relance va non seulement concerner la question des infrastructures économiques. Vous savez très bien que le Burkina Faso a acquis des magasins au niveau donc sur le territoire ghanéen pour le stockage de ces hydrocarbures. Et il y aura également une 13e session de la grande commission mixte qui va avoir lieu entre les deux pays au cours donc du mois de mars, précisément le 4 mars. Et une grande conférence aura lieu à cette date-là, au cours de laquelle des experts ghanéens et burkinabés vont se pencher sur beaucoup de questions. Et il est même question que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le premier ministre Rim Salva Jean puissent en tout cas prendre part à cette grande conférence qui va réunir des experts burkinabés et des experts ghanéens pour effectivement essayer de trouver des terrains d'entente, de tout cas renforcer la coopération. Vous avez vu malheureusement qu'à la faveur de l'attaque terroriste de Titao, il y a des chauffeurs ghanéens qui ont péri et on a même vu un avion militaire ghanéen
qui est donc venu au Burkina Faso pour en tout cas évacuer les blessés. Il y a le ministre ghanéen des Affaires étrangères qui a séjourné récemment au Burkina Faso et a pu donc rencontrer son homologue burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, et bien sûr, il a été reçu par le Premier ministre Elim Talba Jean-Emmanuel Drago pour essayer de voir, jeter les bases de la relance de la 13e session de la grande commission mixte de cadre, de coopération. Donc, c'était un cadre privilégié de concertation et de suivi des engagements pris de part et d'autre. C'est bien sûr sur instruction du président ghanéen John Dramani Mahama et du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, que effectivement ces rencontres ont pu avoir lieu pour essayer de voir dans quelle mesure les deux pays peuvent collaborer, parce qu'ils sont liés par l'histoire, ils sont liés par la géographie. On se rappelle pour terminer que le Ghana a quand même eu une position favorable à l'AES au moment où la CEDEAO avait pris des sanctions contre des pays comme le Mali, comme le Niger. Le Ghana est resté vraiment... C'est vrai qu'avant le président John Dramani Mahama, avec Nana Addo Akufo, ça n'a pas été facile, mais après le changement donc, de pouvoir au niveau du Ghana, actuellement, nous pouvons dire que les relations entre le Ghana et les pays de l'AES sont au beau fixe, d'autant plus que le président Mahama a même nommé un envoyé spécial, en tout cas, en charge des questions de l'AES. Merci beaucoup, Elhaj. Et bien sûr, on va s'intéresser à la pensée et au proverbe de ce 23 février. Absolument. Je rappelle, proposé par le PCA de Savane Media, Elhaj Boubacar Zida d'Issinaba. Nous débutons donc avec la pensée. La pensée du jour dit ceci: un bon voisinage vaut mieux qu'une famille de vautours. Un bon voisinage vaut mieux qu'une famille de vautours. Une pensée brève, mais qui est lourde en signification et en sens, car pour pouvoir respirer et vivre tranquillement, sereinement dans sa propre maison, il faut être bien entouré. Bien sûr. Il faut avoir un bon voisinage. Et c'est pourquoi les Arabes disent que avant d'acheter une maison, il faut acheter un voisin. Oui. C'est pour dire qu'il faut tout faire pour que les voisins, pour avoir de bons termes avec le voisin. Les mots aussi disent qu'il faut s'entendre avec les voisins. Parce que c'est les voisins qui vous surveillent pendant que vous dormez. C'est ça. Voilà, donc c'est une pensée très profonde et qui nous permet effectivement de comprendre la nécessité d'avoir de très bons rapports avec les voisins. C'est vrai que dans certaines familles, ce n'est pas facile. Et lorsqu'on a affaire à vous, c'est parce qu'on veut vraiment que vous résolviez les problèmes. S'il n'y a pas ce besoin-là, il n'y a pas de contact au niveau donc, de la famille. C'est aussi déplorable. Ce n'est pas seulement en Afrique, hein. Voilà, partout où on voit qu'il y a souvent des liens qui ne sont pas cousus, qui sont disloqués entre les membres d'une même famille, et c'est déplorable. C'est pourquoi il faut donc tout faire pour à la fois avoir un très bon voisinage et aussi essayer de cultiver l'esprit de solidarité, l'esprit donc de fraternité au sein donc de la famille, même si souvent ce n'est pas simple. Bien sûr. Le proverbe maintenant, donc le malheur est l'école de la sagesse. Le malheur est l'école de la sagesse. C'est également un proverbe très court, en nombre de mots. C'est ça. Mais très profond en termes de sens, en termes sémantiques. Le malheur, donc, est l'école de la sagesse. Ça veut dire que c'est dans les moments difficiles, dans les moments de misère, que l'homme s'efforce d'avoir un bon comportement, s'efforce à être sage. Parce que le plus souvent, quand on est omnibulé par l'omniscience ou par l'omnipotence, etc., ou bien par la richesse, on peut penser qu'en réalité, on est à l'abri des épreuves de la vie. Il faut que le malheur vienne nous frapper un jour, que vous sachiez. Voilà, pour que nous puissions savoir qu'en réalité, ce monde est un monde d'épreuves. Et nul n'est à l'abri des épreuves. Et c'est donc le malheur qui va être le chemin pour nous amener à être sages,
pour nous amener en tout cas à avoir un comportement digne et à être bienveillant envers nos semblables. Et c'est grâce effectivement, on ne peut pas dire à cause, puisque c'est à travers donc, le malheur qu'on devient sage, on devient bienveillant, on devient humain, tout simplement. Donc, tous nos remerciements au PCA C'est ça. pour ces pensées, pour ces nourritures Bien sûr. de l'esprit. Parce qu'il faut aussi en même temps nourrir le ventre, mais nourrir surtout l'esprit à travers ces pensées et ce proverbe. On vous invite à méditer tout au long de la journée. Merci bien, Elhadj, Merci à vous. pour ces informations. Restez avec nous, on va parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Allez, c'est l'heure de la météo. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, comme annoncé aujourd'hui, nous recevons l'homme qui a fait récemment Ouagadougou N'Djamena au Tchad à vélo. Il s'agit donc de Monsieur Kaboré qu'on va retrouver. Nous recevons comme invité aujourd'hui Monsieur Frédéric Kaboré, dit le cycliste de l'AES. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bonjour à vous, Monsieur Kaboré. Bonjour, maman. Comment vous allez? On se porte disons, j'avoue que je suis surprise. Hein. Quand vous avez dit bonjour maman, j'ai dit mais bon. D'accord, bonne arrivée. Merci, merci, merci. Alors, Monsieur Kaboré, le cycliste de l'AES, ce nom-là, ça vous vient d'où ça? Et depuis quand on vous appelle comme ça? Ce nom, je peux dire que c'est dû à les activités que je mène avec le vélo. Et du commencer par Burkina, Mali, Guinée. Du retour, on a commencé à m'appeler le cycliste de l'AES. D'accord. Quand vous avez fait Burkina, Mali, Guinée et revenir à partir du Niger? D'abord, à partir du retour à Ouagadougou, on a commencé à m'appeler le cycliste de l'AES. Le cycliste, je peux dire, quand l'AES est venu, qu'on a lancé maintenant le cycliste de l'AES. Ah, d'accord. Maintenant, ce que moi je voudrais savoir, est-ce que vous êtes cycliste professionnel à la base? Pour commencer, et je vais vous dire d'abord bonjour et merci pour votre accueil et passer en tout cas un grand merci à la jeunesse qui suit à l'heure actuelle, je peux dire, et Savane FM, et Savane TV, Savane TV, nous sommes à la télé, effectivement Savane TV, et saluer notre président capitaine Ibrahim Traoré, président de l'AES et ses deux homologues. Et je reviens déjà du Tchad, voilà, donc je vais saluer aussi le président Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, et je salue aussi nos ambassadeurs qui sont là-bas et les ambassadeurs de l'AES partout en Afrique. D'accord, on va revenir sur, bien sûr, cette actualité concernant votre circuit Ouagadougou-Tchad. Maintenant, au tout début, dites-nous, est-ce que vous êtes cycliste professionnel, coureur professionnel, je vais dire? Le cyclisme, non. Je ne suis pas cycliste de profession. Je peux dire que c'est pour promouvoir le drapeau, je peux dire de ma patrie, le drapeau du Burkina qu'on a commencé avec. Et quand l'AES est venue avec le drapeau qui est nouvellement né, j'ai dit pourquoi pas continuer mais tourner avec le drapeau de l'AES, essayer de l'amener. Et aux yeux de, je peux dire, nos frères qui sont à l'extérieur, nos frères qui sont, je peux dire, dans les pays voisins, pour qu'ils voient le drapeau de l'AES en face ou même le toucher. Voilà, parce qu'on voit l'AES, il y a une dynamique qui est en train d'avancer, qui veut vraiment libérer l'Afrique. Donc, de ça, j'ai dit, je veux continuer avec le drapeau de l'AES et faire même le tour de l'Afrique. D'accord. Maintenant, comment est né l'amour pour le vélo? L'amour, depuis quand? Ça date. Ça date, je peux dire que ça date parce que depuis quand j'étais enfant, je me disais que dès que j'ai grandi, l'histoire de l'impérialisme qu'on dit, l'esclavage et tout ça, moi je me suis dit dès que j'ai grandi, je vais faire la lutte pour montrer la jeunesse d'Afrique de se lever, se mettre main dans la main pour qu'on sorte, je peux dire, dans les actions que l'impérialisme nous a trop manipulés, esclavagisés. Mais ensemble, avec des bons messages, on peut sortir dans ça. Donc c'est depuis quand j'étais enfant que j'avais l'idée de faire le tour de l'Afrique. Mais c'était pas prévu à vélo, mais c'était pas prévu que ça allait être avec le drapeau de l'AES. Mais c'était prévu peut-être avec le drapeau du Burkina pour tourner, passer des messages à les différents présidents. Je peux dire la vision que la jeunesse d'Afrique veut. Donc vous avez toujours aimé faire le vélo. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, c'était peut-être de rouler dans le quartier, faire peut-être des challenges avec vos camarades à vélo? Est-ce que vous avez toujours aimé faire ça? Le vélo, non. 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 Ah oui, mais c'est à partir de quel moment vous êtes
on va dire, professionnaliser avec le vélo pour faire une longue distance? C'est à partir du montée, je peux dire, du capitaine Ibrahim Traoré, qu'on voit que le jeune est venu, il veut vraiment la libération de l'Afrique. Et moi aussi, ma vision, je peux dire, de l'enfance que j'avais, qui était montrer des bons messages à la jeunesse d'Afrique et partout dans le monde. Et j'ai pris mon vélo en même temps. J'ai dit, je vais faire le tour maintenant, passer les messages de soutien au capitaine Ibrahim Traoré et promouvoir le drapeau du Burkina Faso. Et le début même, j'ai commencé par mettre le drapeau du Burkina, le drapeau du Mali et le drapeau de la Guinée-Conakry ensemble. Pour dire à la jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. C'est ça qui est venu l'idée de mettre les drapeaux ensemble. Après, quand je partais au Niger, j'ai enlevé le drapeau de la Guinée-Conakry et j'ai mis le drapeau du Niger. Et ça, j'ai même pu présenter ça au président capitaine Ibrahim Traoré au Niger. Et je lui ai dit, on a déjà créé le drapeau de l'AES, le drapeau de la libération de l'Afrique. Et après maintenant, j'ai été même en Russie avec ce drapeau que j'avais conçu, Burkina, Mali, Niger ensemble. Et je l'avais déjà nommé le drapeau de l'AES avant que le drapeau de l'AES actuel sorte. Officiel ne sorte. Officiel ne sorte. Votre vélo, parce qu'on sait que par exemple pour les vélos des coureurs, ce sont des vélos particuliers qui ont un coût. Le vélo que vous utilisez pour faire le tour de ces localités-là, il coûte combien? Et c'est quoi peut-être sa capacité? Et le vélo que j'utilise pour faire mes tournées, je peux dire que ce n'est pas comme les vélos de course en tant que tel. C'est seulement un vélo débutant qu'on m'a donné depuis le début. Et puis j'ai demandé ça au ministère de la Jeunesse et du Sport. Ils m'ont donné un vélo que je peux aussi, parce que si tu n'es pas un cycliste, tu ne peux pas prendre le vélo des cyclistes, peut-être tu ne vas même pas pouvoir. Donc on m'a donné vélo débutant, j'ai commencé avec ça et jusqu'à présent je suis avec ça et j'arrive à mener mes activités avec ça. Donc, d'accord, donc ça a été un don du ministère de la Jeunesse, donc vous ne connaissez pas forcément le coût de ce vélo. Effectivement. Parlons du fait que vous parcourez notamment ces localités-là. On va dire que ce n'est pas, avant de parler de N'Djamena, ce n'est vraiment pas votre première fois. Vous avez déjà fait, donc comme vous l'avez dit, Ouagadougou, Bamako, Guinée. Ensuite, vous avez déjà fait d'abord même au sein de Ouagadougou les arrondissements, les communes. Effectivement. Expliquez-nous pourquoi ce challenge-là de parcourir ces localités. Donc, c'est comme je disais, quand j'ai été au Mali jusqu'en Guinée-Conakry et le retour, j'ai fait le Niger, je me suis dit, quand le drapeau de l'AES est sorti maintenant, promouvoir le drapeau de l'AES, montrer le drapeau de l'AES à la jeunesse. Et aussi montrer que le drapeau de l'AES est venu pour unir les Africains. Pour mettre, je peux dire, montrer la force. Parce que nous, Africains, on est trop, je peux dire, l'impréaliste, je peux dire, nous prend trop inférieur. Et ça, avec le drapeau de l'AES, si on s'unit, et on voit le capitaine Ibrahim Traoré qui veut vraiment réveiller la jeunesse d'Afrique tout entière, et on voit même qu'il est soutenu partout dans le monde. Donc j'ai dit, ok, si c'est ça que notre président est soutenu partout dans le monde, le drapeau que ces trois présidents se sont mis ensemble pour faire venir, moi je pars dans les 12 arrondissements, je remets d'abord le drapeau de l'AES à les PDS des 12 arrondissements, pour qu'eux aussi ils présentent à la jeunesse. Et vous voyez que dans les mairies, il y a beaucoup de personnes qui rentrent là-bas tous les jours. Donc s'il y a le drapeau de l'AES dans les mairies, il sera aussi bien sorti. Voilà, plus que si on dit qu'on veut le drapeau de l'AES et puis le drapeau de l'AES vient et on le laisse, il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de le faire sortir, aller haut. Donc c'est ça l'idée de promouvoir le drapeau de l'AES que j'ai fait le tour dans les 12 arrondissements pour remettre le drapeau de l'AES. Donc c'est toujours pour promouvoir le drapeau, mais promouvoir aussi la vision des dirigeants de l'AES aujourd'hui, que vous avez toujours fait ces tours-là. Parlons du récent tour. Vous avez quitté Ouagadougou pour N'Djamena au Tchad. Plus de 3000 km que vous avez parcouru. Racontez-nous. Pourquoi vous avez choisi le Tchad pour cette destination cette fois-ci? J'ai choisi le Tchad parce qu'on veut, on a dit si ton voisin a des problèmes, tu ne pars pas vers lui, peut-être ça peut finir puis ça va être toi ton problème. C'est ce que on voit l'Afrique qui est en train de, je peux dire, passer dans beaucoup de coups.
Et on voit le voisin qui est dans des problèmes. Et on dit, bon, c'est tel pays, ce n'est pas nous. Et dès que son problème finisse, tu vas voir que ça va venir chez toi. Et l'AES est en train de se libérer. Et l'AES, je peux dire que l'AES est en train de vouloir libérer toute l'Afrique. Donc, le Mali, le Burkina et le Niger a le voisin premièrement qui est le Tchad. Le Mali, le Burkina, je peux dire l'AES a le voisin qui est le Ghana. Le Mali, le Burkina, le Niger a le voisin qui est la Guinée-Conakry. On a le Togo, on a Bénin, on a la Côte d'Ivoire à côté. Donc, je me suis dit, l'AES qu'on a, si on veut vraiment que l'AES réussisse, on peut passer, et je peux dire, de partenariat avec les pays voisins qui sont autour de l'AES, si on veut libérer l'Afrique. Donc, voilà pourquoi vous êtes allé en Guinée-Conakry, vous êtes allé au Ghana. J'ai été au Ghana, j'ai été au N'Djamena. Et je prépare les autres missions pour les autres pays voisins et essayer de demander partenariat parce qu'on voit les présidents ensemble se passent des bons messages. Mais nous, la jeunesse, je peux dire, on ne sait pas. Il faut qu'on se collabore entre nous pour aussi aider les présidents à pouvoir mener leur lutte pour la libération de l'Afrique. Maintenant, pour ce parcours Ouaga N'Djamena, ça s'est passé en combien de temps? Le parcours Ouagadougou N'Djamena s'est passé en 29 jours. 29 jours. Comment vous faites ces 29 jours? Expliquez-nous le process. Vous roulez, enfin vous pédalez, à un moment donné vous arrêtez pour des besoins de nourriture, vous dormez. Expliquez-nous comment vous faites. Ok, donc le départ est fait en tout cas à Ouagadougou. Première étape, j'ai été à Koupéla, qui fait 135 km comme ça de Ouagadougou. Oui. Puis on fait des pauses dans les villes. Tu calcules de Ouagadougou, peut-être Tinkodougou, si ça fait 200 et quelques kilomètres, tu peux les diviser en deux, sachant que tu peux faire les 140, les 120. Du matin, tu te lèves à 5 h du matin avec le vélo, le sac, en tout cas, je charge avec du pain. Et bon, je fais doucement, doucement, comme je dis souvent, je suis sur mon vélo, je fais légèrement. Et je vais avancer, je vais pouvoir. Et j'arrive peut-être à 150 km ou 130 km vers 16h, 17h. Tu sais bien que tu ne peux plus faire 100 km. Donc on cherche à montrer nos papiers parce que je fais mes départs avec toujours hors de mission du ministère de la Jeunesse. Les soutiens, c'est le ministère de la Jeunesse qui me soutient. Je présente au commissariat ou je peux dire dans les gendarmeries, je présente mes papiers. Ils cherchent où je veux me loger et ils me logent et puis c'est eux-mêmes qui vous logent. Ils vous logent et puis ils vous nourrissent. Bon, là je peux dire me loger et passer. Si une fois que je gagne la nuit à passer à quelque part, que les autorités sont au courant, c'est déjà bon. Et le reste, bon, on s'en occupe. Vous vous en occupez et donc le lendemain vous repartez pour encore un autre trajet. Effectivement. Vous avez fait comme ça jusqu'à arriver au Tchad au bout de 29 jours. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que vous faites des pauses? Ça veut dire si au bout de 3 jours vous êtes dans une localité, d'une des villes de Ouaga, enfin je vais dire du Burkina, et puis vous sentez que vous êtes fatigué, vous faites une pause une journée et puis vous reprenez ou vous faites comment? La fatigue, non. Une fois sorti à Ouaga pour la mission, c'est au bout du tunnel, on dit souvent, si ce n'est pas l'arrivée. On n'a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Les pauses, c'est vraiment essentiellement les nuits. Les pauses, c'est les nuits. Ou si, voilà, je veux essayer d'étudier le terrain, savoir c'est quel côté je veux maintenant aller, ou par là, on doit passer par là. Puis c'est souvent, il y a des calculs qu'on doit faire, voilà, pour ne pas prendre la route que tu n'as jamais empruntée et partir te déboucher, je peux dire. Et souvent, les retards. Si par exemple, je me lève à 8h, 9h, déjà je vois que je ne peux pas faire 150 km, je préfère rester pour reprendre le lendemain très tôt à 4h du matin ou 5h pour pouvoir rejoindre l'axe prochain. Voilà. Maintenant, est-ce que vous y allez seul ou bien il y a la sécurité avec vous? Parce que vous allez traverser forcément des zones qui ne sont pas très bien, peut-être... Je le prends seul. Vous partez seul? Je prends seul. Personne n'est derrière moi ni devant moi. Alors, sous le désert, en tout cas, ça fait peur, mais on est burkinabé, résilient, patriote, et c'est une mission patriotique. Je ne peux pas vouloir
Et aussi, c'est pour présenter, je peux dire, à la jeunesse du monde entier. Comme vous voyez, l'imprélis a dit que notre Burkina Faso est un jaune rouge. Voilà, donc j'ai pu traverser toutes ces parties-là. C'est aussi pour montrer que le jaune rouge que l'imprélis a dit, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup qu'il a dit le Burkina Faso, à partir de 100 km en lui, on ne peut pas circuler. Même 40 km de Ouagadougou, on ne peut pas circuler. Et j'ai pu faire toutes ces tournées avec mon vélo et seul. Donc ça montre que l'imprélis est un mauvais manipulateur, mais on ne doit pas céder à ces manipulations. Et maintenant, on parlait tantôt des difficultés. Forcément, la fatigue va se faire sentir au bout de quelques jours. Il y a quoi d'autre comme difficulté pour, par exemple, le cas du Tchad? Je sais que la route, à un moment donné, ça n'a pas été facile pour vous. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter durant ce parcours de 29 jours pour aller au Tchad? Ok, la route en tout cas, je peux dire toutes mes missions que j'ai faites, et ma mission du Tchad a été aussi fatigante parce que là c'est trop distant, plus de 3000 et quelques kilomètres. Ça c'est premier. Deuxièmement, j'ai traversé je peux dire le désert, les dunes de sable que je n'ai jamais vu qu'on a pu monter, et ça fait vraiment, bon, on ne peut pas dire la peur. Mais le courage a surmonté la peur et on a pu traverser jusqu'à arriver à N'Djamena. Mais prendre par exemple quelque chose pour la fatigue, non. Une fois le départ fait comme je vous ai dit, c'est jusqu'à l'arrivée. On fait en tout cas de ce qu'on peut, de l'étape jusqu'à arriver. Par exemple, pour le cas du quand vous avez traversé le désert là, c'est quand même une longue distance souvent sans voir quelqu'un à côté. Hein. Il n'y avait pas la peur. La peur, c'est là j'ai dit Burkinabé est résilient. Et on a décidé de le faire. Et je crois qu'on a pu le faire. Et si on avait eu la peur, on allait retourner. Et c'est plus difficile là-bas, hein, je veux dire, d'avoir la force de pédaler. Forcément, c'est pas comme sur je sais pas, est-ce que vous n'avez pas, en termes climatiques, vous n'avez pas rencontré plus de vent, plus... Oui, le vent, oui. Mais à la fin... Puis c'est la mission du CAD arrivée à Ngingimi. Les autorités de Ngingimi, comme les policiers, le gouverneur a dit que je ne peux pas traverser cette zone-là pour aller à N'Djamena avec le vélo. Effectivement, c'était impossible parce qu'il y avait les dunes de sable qui montaient à plus de 10 mètres de hauteur, un peu presque partout qu'il n'y a pas à la voir. Donc ils m'ont fait partir avec pick-up pour rejoindre maintenant N'Djamena, la première ville du Niger qui est le Tchad, après la frontière. Et quand je suis descendu là-bas maintenant, j'ai pris mon vélo pour maintenant rallier N'Djamena. D'accord. Vous avez été accueilli en tout cas au Tchad par qui? J'ai été accueilli au Tchad par... puis c'est ici qui était avec un message pour remettre au président, comme j'ai dit, président Mohamed Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad, partait trouver qu'il était en déplacement. Donc il y avait notre ambassadeur qui m'a reçu. Et le lendemain, l'ambassadeur du Mali m'a reçu au Tchad. Le deuxième jour, l'ambassadeur du Niger m'a reçu au Tchad. Et j'ai en même temps transmis le message que je suis quitté avec pour qu'ils transmettent au ministère des Affaires étrangères qui m'a fait savoir qu'ils sont au courant de mon arrivée là-bas. Et avec leur emploi du temps chargé, puis j'ai été trop vite. Puis c'est les 29 jours que j'ai mis, ils croyaient que j'allais dépasser les 29 jours. Et quand je suis parti, j'ai dit seulement peut-être 3 jours je vais retourner. Et avec ils n'avaient pas préparé pour tout. Voilà, j'ai remis le message à notre ministre et notre ambassade et ils ont transmis le message. Le message aux autorités tchadiennes. Un parcours, en tout cas salué, on voit les images, hein. Ça c'est au niveau du Tchad. Ça c'est l'ambassade du Mali qui m'a reçu. Au Tchad. Voilà, au Tchad. Et donc, pour tout ce parcours-là, quand vous revenez, je rappelle que vous avez été célébré au mémorial Thomas Sankara quand vous êtes revenu au Burkina. Vous êtes maintenant pour le retour justement, Monsieur Kaboré. Quand vous faites tout le circuit, vous arrivez à remettre le message. Vous revenez par avion, par car ou vous repédalez encore le retour? Là, la mission, je peux dire, quand je suis parti au Mali, le retour,
a été par car. Et quand après le Mali, j'ai été au Niger, il y a eu le président des ressortissants burkinabés qui a dit: Frédéric, tu es venu par vélo, mais tu ne vas plus retourner en vélo. Et là, je suis retourné par vol Sky. Et effectivement, quand je suis parti au Ghana, il y a un patriote burkinabé qui est au Ghana qui a dit: mais attends Frédéric, tu es venu à vélo, mais tu ne vas plus retourner à vélo. Je suis retourné par Air Burkina. Donc ma mission de la Russie, j'ai fait vol aller et j'ai fait vol pour le retour. Et tout de suite, quand je suis parti en N'Djamena pour le retour, j'étais là-bas préparé pour retourner. Notre ambassadeur est venu, il dit: Frédéric, mais attends, tu ne peux pas faire tout ce trajet, plus de 3000 et quelques kilomètres, et tu vas retourner en vélo. Donc on va essayer de voir. Demain, je te reviens avec un bon nouvelle. J'ai dit: il n'y a pas de problème. Le lendemain, il dit: Frédéric, prépare-toi pour tel jour, tu vas retourner. Donc vous êtes revenu en vol encore. En vol, et ça c'était aussi éthiopienne. On a fait 2 jours en Éthiopie. Avant maintenant de rallier Ouagadougou. Et comme je le disais, vous avez été célébré au mémorial Thomas Sankara. Donc quand vous êtes revenu, qu'est-ce que ça vous a fait? C'était quoi le sentiment de voir ces jeunes autour de vous pour vous féliciter par rapport à ce parcours Ouaga N'Djamena? Oui, donc le retour, ça a été en tout cas de la joie. Quand je suis venu, j'ai trouvé tous les leaders, je peux dire tous les leaders, parce qu'il y avait la coordination nationale des veilles citoyennes, il y avait le président de l'association Je m'engage pour ma patrie, qui est en même temps parrain de mon association, Papa Souli Mustafa, avec beaucoup de jeunes qui sont venus parce qu'ils m'ont vu dans les réseaux sociaux et à travers vos chaînes ici pour venir accueillir le drapeau. Ils sont venus vraiment massivement pour accueillir le drapeau de l'AES et montrer la victoire qu'on a déjà pu passer. Et là, en tout cas, j'étais très content de voir la foule qui m'a accueilli jusqu'à... C'était très bon. Donc, est-ce que pour vous aujourd'hui, à travers ce parcours, le message est passé? Parce que vous avez dit en début, le message, c'est vraiment valoriser l'AES, c'est transmettre le message de l'AES à toute l'Afrique. Est-ce que à travers votre voyage à N'Djamena au Tchad, vous pensez que le message est passé? Effectivement, on pense que le message est passé parce que depuis le début, j'ai fait Burkina, Mali, j'ai remis le message à Choguel Maïga en son temps et de remettre à les autorités du Mali. Et en Guinée-Conakry, j'ai pu remettre le message à notre ministre des Affaires étrangères, Olivier Ramba, en son temps, de remettre au ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Conakry. Quand j'ai été au Niger, j'ai pu remettre le message au gouverneur de la région de Niamey, de remettre le message au président de la République du Niger. Et après ça, au Ghana, j'ai pu remettre le message au président de l'AES. Il y a un représentant de l'AES au Ghana que j'ai remis le message à transmettre aussi le président parce que le président était au Burkina. Et au Niger aussi, et pour le Tchad, j'ai aussi pu remettre le message au président, je peux dire, de l'AES, qui est notre ambassadeur de l'AES au Tchad, le président capitaine Ibrahim Traoré, président de l'AES. Donc l'ambassadeur aussi représente le président de l'AES qui a pris le message pour transmettre aux autorités tchadiennes. Donc là où le message est arrivé, on sait que ça va arriver. Ça va arriver. Alors, c'est vraiment, pour certaines personnes, ils vont se dire, c'est quand même fou de faire autant de distance à vélo et de manière répétée. Frédéric Kabouré, est-ce que vous avez encore d'autres projets d'aller à la conquête de d'autres localités du moins avec votre vélo? Effectivement, les gens qui disent que c'est aussi fou, comme vous avez dit, de faire ces activités. Et nous, Burkinabés, on a dit la patrie ou la mort nous vaincrons. Et on voit les VDP, les FDS, les Dozo, les Corluto, ils font ce qui dépasse ce que nous on fait pour la libération de notre patrie. Donc si nous aussi on veut qu'ils sachent qu'on est derrière eux, il faut qu'on trouve aussi des activités, des actions pour ne pas dire que non, je suis patriote, je suis un révolutionnaire, je peux dire panafricain. À la fin, la lutte que tu mènes, on ne voit aucun qui parle vers,
tu dis la patrie ou le monde nous vaincrons tous les jours, la patrie ou le monde nous vaincrons. Si on te dit de traverser Ouagadougou pour aller vers Kaya, juste à côté, c'est toi qui vas dire que il y a peur de terroristes, il y a peur de tomber peut-être dans... Bon, à la fin, nous on a dit la patrie ou le monde nous vaincrons. C'est ça qui nous amène à faire ces missions. Et les missions qui se préparent, je peux dire, j'ai même un projet ici préparatif. Ah oui, déjà préparé établi. Et ce projet, en tout cas, est très grand. On l'appelle, vous voyez un peu, c'est un projet Burkina Faso, Mali, Niger. Vous voulez faire maintenant le circuit de l'AES complet? C'est un projet pour essayer de remettre à nos autorités, de voir comment ils vont prendre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ensemble pour qu'on construise une grande ville au milieu. Que cette grande ville va amener le Burkina, le Mali et le Niger va devenir indivisibles. Et c'est nos projets depuis qu'on a. Et on a traité ça, c'est fini. Et j'ai maintenant le projet pour essayer d'avancer pour montrer à nos autorités. Mais vous allez faire comment? Parce que je sais que vous avez dit que vous avez déjà fait Burkina, Mali, Guinée-Conakry, Niger. Mais ça veut dire que vous n'avez pas encore fait le circuit Burkina, Mali, Niger, Burkina. Est-ce que vous comptez faire ça pour pouvoir remettre ce projet? Effectivement, vous avez bien pu. Je vais commencer par le Mali. Dès que je quitte au Togo, puis le Togo est déjà en cours. Je vais essayer de rallier Togo, essayer aussi de promouvoir le drapeau de l'AES et présenter le drapeau. Et présenter aussi le message de la jeunesse d'Afrique au président de la République du Togo aussi. Et dès que je reviens, on va essayer de passer maintenant avec ce projet qui est construire une grande ville au sein de l'AES, au milieu de ces trois pays, pour l'amener l'AES à être vraiment indivisible et avoir la force. On vous souhaite d'avoir la force aussi pour pouvoir continuer ce parcours-là, parce qu'il faut avoir la force, la volonté, mais surtout la force physique et d'avoir la santé nécessaire aussi pour parcourir toutes ces localités, M. Kaboré. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour ce matin. Quel est votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? Ok, donc ce que je veux passer à la jeunesse d'Afrique et à les auditeurs de Savane Télé. Oui. Voilà, donc c'est dire merci à les auditeurs et dire aussi merci à la jeunesse. Et la lutte qu'on mène, je l'ai tout le temps dit, on ne doit pas être des beaux parleurs. Ne pas être beau parleur, un Burkinabé, on voit tout le temps les gens qui sortent, la patrie ou le monde nous vaincront, on veut la libération de l'Afrique. On voit certains même qui sortent, disent que quand on serait unis, ça va faire mal. Et on est en train de s'unir et c'est eux-mêmes que ça fait mal. Donc ça veut dire que c'est des beaux parleurs. Si on veut la libération de l'Afrique, il faut qu'on se met dans la main et dire à bas l'impérialisme, non à l'impérialisme une bonne fois et on va pouvoir libérer notre Afrique. Merci beaucoup, M. Kaboré. Et bon vent pour la suite. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité le cycliste de l'AES, M. Frédéric Kaboré, qui rentre justement de Djamena, du Tchad, parce qu'il faut le rappeler, il a parcouru Ouagadougou, le Tchad, notamment, en 29 jours. Et il est de retour, il a été acclamé au niveau du mémorial Thomas Sankara par les compatriotes burkinabés. Et nous avons décidé de le recevoir pour comprendre un peu plus sur ce parcours. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons la petite pause et on revient pour la suite.
Taban TV, la télévision des nouvelles idées. Let Fato Yellan Kenda, Yan Wambro, Bamram Tir, Bamram Foda, water yellow. Gam Taba, Ulum Kalam La Futa, Shaka Jump over water yellow. Mademoiselle Raissa Pamiari. Oui, présente. Vous êtes née le 3 septembre 2000. Oui. Vous êtes étudiante en économie. Oui. Connaissez-vous Monsieur Ziabo Alidou ici présent? Oui. Reconnaissez-vous avoir pris de ses mains une moto d'une valeur de 1 200 000 francs? Oui. Je peux donc vous considérer comme une receleuse? Non, monsieur le commissaire. Avec le respect que j'ai envers vous, je ne suis pas une receleuse. On a fait un échange marchandises. Échange marchandises? De quelle marchandise il s'agit? Ça ne vous regarde pas. Du calme. Est-ce que vous savez que je peux vous faire conduire devant le procureur? Monsieur Ziabo Alidou. Oui, monsieur. Comment vous faites pour détourner autant d'argent? Non, monsieur le commissaire. L'argent que j'ai prélevé n'était pas destiné à une dépense précise. C'était de l'argent qui flottait. De l'argent qui flottait? Oui. Let Fato Yellan Kenda, Yan Wambro, Bamram Tir, Bamram Foda, water yellow. Gam Taba, Ulum Kalam La Futa, Shaka Jump over water yellow. Yaka, ne yibero. Ike lafi. Ya lafi. Kama. Ah. Na manum sur. Mchina yi wuso zame. Midi kam patron wa ne rumso tima. Le rumso wa ba yongo to ne ngana moto. Kendra. Rumso wa bam la me asiria. La yi rumso am bebe. Ha? Koma. Kom. Rib kaye. Ha? Bang tongu makibare. Zintum tokofo. Fo bangam tiligida be tengala ya ton kami. Bango makibara to man biga zarawa ta tureya. La sami kufka na ya ka bil fun fo. Fa. Ai. Gonda yeltawa. Chende. Ai. Le ba me. Le ba ko ko to. Pa ma me. Ayo nka pa me ma.
zame. Maman katari ya miel le boule. Mam kau comprendre ya baba. Ya miel mama tita gara mam zekum. Mam tita gara wan zekum nugo. Gar beda fama chena be chera gara fama mam tita zekum nugo bafi. Fa zeka nugo woto. Mam zeka nugo mingi nyingri. La wala mam pa miel ba ye kibari. Kambanya katam. Mam da ya poseda. Mam ne yikun toure nyom toure. Le ban chan tu zeke. Sante bo zek kara bas. Le boy. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Qui se battent avec passion et donnent Qui n'est pas champion pour enfin passer à côté de la chose. Nayi Sida. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Vous allez bien? Bien, merci. Où est quelqu'un qui prie à côté d'une église? C'est la même chose que celui qui prie à l'intérieur. Quelqu'un qui prie à côté d'une mosquée, c'est la même chose que celui qui prie à l'intérieur. Mais verser des ordures à côté d'une poubelle, c'est comme les étalons en phase finale de la Coupe du Monde. Ah oui. Avec Bertrand Traoré qui prend la balle, qui passe à Tango, Tango qui dribble, qui passe à Tapsoba, Tapsoba qui chute, non, à côté. Mais pourquoi? À côté. Pourquoi il n'a pas marqué? C'est comme verser les ordures à côté de la poubelle. Il faut mettre d'état. En toute chose, il faut mettre d'état. Oh, Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la... Ce sont des gags signés son Excellence Gérard. Question de vous sensibiliser sur les tares de la société. Nous disons merci d'ailleurs à cet artiste humoriste, son Excellence Gérard. Pour la suite de l'émission, on va notamment passer aux éphémérides. Les éphémérides qui reviennent sur les événements qui ont marqué la date d'aujourd'hui, c'est le 23 février. Et on en parle avec Francis Emmanuel Zongo. Bonjour Marouelle. Bonjour Adja Abzeta, merci pour ta présence et cette belle tenue d'ailleurs qui te va à merveille. Bonjour également à toute la nation entière. Merci on se retrouve beaucoup. avec le plaisir renouvelé sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso dans la phase consacrée aux éphémérides. Merci bien. Les éphémérides reviennent sur ces événements qui ont marqué la date du jour, comme je le disais. Et on commence aujourd'hui par la date du 23 février 1455. On est allé très loin, Francis, pour parler quand même de la publication d'un livre saint. Il s'agit donc de la publication de la Bible de Gutenberg. Nous sommes en 1455, précisément le 23 février, qui est la date traditionnellement retenue pour la publication de la Bible de Gutenberg. Il faut dire que ce n'est pas le tout premier document imprimé par Gutenberg, mais c'est le premier livre d'envergure produit de manière industrielle et elle est souvent appelée la Bible à 42 lignes, car la majorité de ces pages présentent 2 colonnes de 42 lignes chacune et environ 180 exemplaires ont été produits, dont 145 sur papier et 35 sur parchemin vélin. Et lorsqu'on parle de parchemin vélin, c'est un parchemin qui a été fait avec des peaux de veau. Et cette parution marque également le début de la révolution de Gutenberg, facilitant la diffusion massive du savoir, ce qui jouera un rôle crucial dans la Renaissance et la Réforme. Il ne reste aujourd'hui que pratiquement 49 exemplaires complets ou partiels dans le monde et une copie complète est estimée à environ 35 000
millions de dollars. Il faut souligner que l'invention de l'imprimerie moderne en Europe est attribuée également à Johannes Gutenberg. Donc, si par hasard vous souhaitez avoir cette Bible par devers vous, qu'elle soit complète, il faut avoir maximum, au minimum, 35 millions de dollars, et c'est Johannes Gutenberg qui l'a produit ou qui l'a publié le 23 février 1455. Alors, deuxième événement, on parle donc de la location de Guantanamo le 23 février 1903. Effectivement, cette date du 23 février 1903, on pourrait se demander comment ou pourquoi louer Guantanamo. On entend parler Guantanamo qui est situé à Cuba, et quand on parle de Guantanamo, là où c'est précisément réservé pour les détenus, c'est à part. Donc ça est dans cette grande ville qui vaut pratiquement les 7600 mètres carrés, tandis que Guantanamo dont nous parlons est une portion qui a été louée aux États-Unis. Donc ça a eu lieu le 23 février 1903, et ce jour-là, les deux présidents, à savoir Theodore Roosevelt et le premier président de Cuba, Thomas Estrada Palma, ont signé l'accord officiel pour la location de la baie de Guantanamo. Et la zone de Guantanamo dont nous parlons a une superficie d'environ 116 km² et a été louée pour servir de station de ravitaillement en charbon et de base navale pour la marine américaine. Et le traité stipule que les États-Unis exercent une juridiction et un contrôle complet et sur le territoire, tout en reconnaissant la souveraineté ultime de la République de Cuba. Et le bail a été conclu à perpétuité sans date d'expiration. Il ne peut être résilié que par un accord mutuel entre les deux pays ou si les États-Unis décident d'abandonner la base. Et le montant initial était fixé à $2000 en pièces d'or par an. Il a été réévalué en 1934 à $4085 par an. Et depuis la révolution cubaine de 1959, le gouvernement considère cette présence comme une occupation illégale et refuse d'encaisser les chèques de loyer envoyés par le Trésor américain. Donc lorsqu'ils ont signé le contrat de bail, on devait donner chaque année $2000 en pièces d'or à Cuba. Et pendant la révolution cubaine, ils ont refusé de recevoir ne serait-ce qu'un simple centime de cette location parce qu'ils trouvent que c'est une occupation illégale. Et quand les Fidel Castro sont venus au pouvoir, il y a une seule fois qu'ils ont pu avoir le chèque, et ça c'était par erreur également. Donc depuis là, ils décident de ne même pas toucher à un seul rond venant de la part du Trésor américain pour cette occupation qui, à leur avis, est illégale sur le territoire de Guantanamo qui a une superficie de 116 km², à ne pas confondre avec la grande ville de Guantanamo qui a environ 7000 km². Ok. Et on parle du troisième événement, le 23 février 1954, première vaccination massive contre la polio. Effectivement, nous sommes dans le domaine de la santé ici aujourd'hui. Nos enfants ou nos petits frères ont pu échapper à cette maladie. C'est bien sûr grâce à l'ingéniosité de ces personnes qui, depuis la nuit des temps, ont su trouver des voies et moyens favorables pour lutter contre ces différentes maladies. Et cette première grande vaccination de masse a eu lieu le 23 février 1954, une étape historique qui a été franchie dans la lutte contre la poliomyélite avec le début de la première vaccination de masse utilisant le vaccin du docteur Jonas Salk qu'on voit à l'image présentement, et les premières injections ont été administrées aux élèves de l'école primaire Arsenal à Pittsburgh en Pennsylvanie, et ce lancement marquait également le début d'un essai sur le terrain sans précédent impliquant environ 1,8 million d'enfants surnommés les pionniers de la polio à travers les États-Unis, le Canada et la Finlande. Et contrairement aux versions ultérieures, le vaccin de Salk utilisait un virus inactivé, c'est-à-dire tué, injecté par voie intramusculaire, et le succès de ces essais a été officiellement annoncé le 12 avril 1955, confirmant que le vaccin est sûr, efficace et puissant. Cette annonce également a déclenché une campagne de vaccination mondiale qui a conduit à l'éradication de la maladie dans la majeure partie du monde. Donc si nous parlons de vaccin intramusculaire, il y a également ce vaccin qu'on donne aux enfants qui est par voie orale. Donc les deux également ça passait, mais nous parlons aujourd'hui de cette date qui était consacrée au vaccin intramusculaire qui a été fait premièrement le 23 février 1954 et son précurseur porte le nom de Salk, Dr Salk. Yes. Quatrième événement, début de l'opération Anfal, c'était le 23 février 1988.
Voilà, vous êtes à l'histoire du monde également, c'est ça, lorsque des tueries sont perpétrées contre une partie bien précise d'une population quelconque, ça donne ça, et nous l'avons dénommé l'opération Anfal, qui a officiellement débuté le 23 février 1988, et c'est une offensive militaire orchestrée par Saddam Hussein, on en parlait la fois passée ici, sous la direction d'Ali Hassan Al-Majid, qu'on appelle communément Ali le chimique, visant l'extermination et le déplacement des populations kurdes du nord de l'Irak. L'opération s'est déroulée en 8 étapes successives jusqu'au 6 septembre 1988. L'offensive commence par le piège des quartiers généraux de l'Union patriotique du Kurdistan UPK à Sargoula et Belgalou. L'opération s'est achevée par l'offensive Anfal finale visant les zones contrôlées par le Parti démocratique du Kurdistan dans le nord-ouest. Bilan, on estime entre 50 000 et 182 000 morts, principalement des civils. Et des milliers de villages ont été rasés, les populations ont été déportées vers des camps de concentration. L'opération a été officiellement reconnue comme un génocide par la Haute Cour pénale irakienne en 2007. Ce qu'on peut retenir par rapport à cette date du 23 février 1988 avec l'opération Anfal, faisant plus de 50 000 à 182 000 morts, principalement des civils. Et en image, on voit les pleurs de ces belles dames. Et également, c'est... voilà. C'est triste. C'est comme tu l'as dit, l'histoire du monde. Il y a malheureusement ces cas-là aussi. On va terminer par l'expression du jour, Francis. Oui. Et l'expression du jour dit ceci: ce n'est pas de la petite bière. Eh bien, venant de la part dans la dune Adia, voilà. La petite bière. Bon, je lis et tu expliques. Voilà, c'est le travail qui demande ça. L'expression que nous avons fuinée, que nous avons trouvée pour vous aujourd'hui, c'est l'expression « ce n'est pas de la petite bière ». Alors, l'expression « ce n'est pas de la petite bière » signifie que quelque chose est important, sérieux ou d'une valeur non négligeable. Elle s'utilise également pour souligner l'ampleur d'une tâche ou la valeur de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, vous pouvez voir en face de vous quelqu'un que vous estimez par rapport peut-être à sa taille ou à son aperçu ou le message que la personne véhicule. Vous vous dites tout simplement que bon, celui-là ne mérite même pas qu'on lui accorde une certaine confiance. Et pour ça, après vous allez vous rendre compte que celui-là, voilà, c'est pas votre camarade entre griffes. Donc en ce moment on peut utiliser l'expression ce n'est pas de la petite bière. Pour dire que c'est un monsieur important. C'est un monsieur important, ou bien on l'avait classé à un certain niveau et après vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas le cas. Donc on peut sous-estimer la personne, quoi. Après, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, mais vous dites, mais ce monsieur, c'est pas de la petite bière. C'est de la grande bière. Donc, c'est du costaud, quoi. Ok, ce n'est pas de la petite bière. On peut le dire autrement pour dire, ah, ouais, cette personne-là, voilà, c'est pas ce qu'on imaginait. On peut le dire tout simplement en disant, ce n'est pas de la petite bière. Merci pour ce vocabulaire, pour cette expression qui nous permet en tout cas de nous améliorer chaque matin. Merci, Francis. Je t'en prie, merci à toi également. Merci. Fructueuse semaine à toutes et à chacun. Voilà, pour la suite de cette aventure télé sur les antennes de Savane TV. Amen. On va revenir ici dès que possible avec le même plaisir qui Merci nous anime. bien, Francis. Merci. Tu as dit tout à l'heure que j'étais bien habillée à Adja ce matin. Il faut quand même rappeler que je suis sublimée ce matin par la boutique Daoula. La boutique Daoula est située à Ouaga 2000. C'est une boutique donc qui propose des boubous de prière comme ce que je porte, qui propose des abayas de luxe, qui propose des boubous pour hommes aussi. Ce n'est pas que pour les femmes, et qui propose des robes. C'est pas que pour la prière, donc les abayas assez très en tout jolis, cas des habillements soft pour dames et hommes. Voilà. Donc pour ce mois en même temps de jeûne musulman, vous avez la possibilité d'aller vous acheter des abayas comme ça au niveau de la boutique Daoula. Et bien sûr, on profite de faire un clin d'œil aussi à nos fidèles chrétiens qui sont en jeûne également. Et donc... faut me citer d'ailleurs, cite-moi d'ailleurs. Ah oui, je peine à parler, bien qu'il soit encore 9h, mais ça va aller. Je pensais que pour vous, c'est pas tous les jours. C'est tous les jours. Les vendredis, là, non, c'est tous les jours. On s'y met à cœur joie. C'est le temps qui demande ça. Donc, les numéros de la boutique, c'est bien affiché, c'est les 07 32 65 75 et puis le 75 68 70 20, c'est affiché en bas de vos écrans.
la boutique Daoula, située au niveau de Ouaga 2000, qui va nous sublimer tout au long donc, de ce mois. Merci bien, Francis. Merci à toi également. Demain, on est là pour le travail. Merci. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci de votre fidélité. On vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et cuss.